Vous aviez écrit, j'imagine que c'est le fruit de la réflexion de l'ensemble de ceux qui sont autour de vous en France, juste à la sortie du confinement. Oui. Un texte qui nous permettait, enfin c'était une vision qui dépassait, vous l'écriviez comme ça d'ailleurs, l'immédiateté pour se concentrer sur le plus long terme. Et moi j'ai retenu 3 points, et 3 points, vous allez le voir, qui sont intéressants. Le prenez pas mal, mais ça commence comme des tartes à la crème, sauf qu'à la fin, en fait, c'est un gâteau beaucoup plus consistant. Et je commence par le numérique, c'est-à-dire que, effectivement, partout, je pense que ça y est, c'est le lieu commun, accélération de la digitalisation, et voilà. Et vous dites attention. Pourquoi est-ce que vous dites attention à cette accélération, Éric Fourel ? Je dis d'abord bienvenue, parce que je pense qu'effectivement, on l'a tous vécu à travers Covid, effectivement. Heureusement que la digitalisation, elle était là, parce que c'est elle qui a maintenu le lien. Ouais. C'est elle qui a permis aux entreprises de passer en télétravail très rapidement. C'est elle qui a permis de communiquer avec les anciens qui étaient coincés dans leurs EHPAD à travers l'iPad, justement, l'EHPAD, iPad. Donc la digitalisation, elle a permis beaucoup de choses quand même. Mais effectivement, mais je pense que c'est pas non plus une nouveauté, sauf que c'est exacerbé à travers Covid. L'enjeu de la liberté individuelle, l'enjeu de la traçabilité, l'enjeu de la géolocalisation, l'enjeu de l'exploitation des données personnelles, elle a ressurgi encore plus fortement, je crois, à travers cette crise Covid. On voit bien qu'il y a eu un peu deux visions qui se sont affrontées, celle des pays asiatiques en particulier, qui sont allés très très loin dans le contrôle sociétal, le contrôle social, à travers les instruments qu'offre la digitalisation. Et puis nous autres, Européens, qui étaient, somme toute, quand même beaucoup plus en défiance, beaucoup plus en retrait, et l'échec de l'application Stop Covid en est la démonstration, en fait. Voilà, c'est-à-dire que vous pensez qu'on ne l'a pas téléchargé pour rester à l'abri d'une forme, et c'est intéressant, ce serait la toute première, de surveillance d'État ? Je pense que, peut-être pas seulement, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans toutes les psychologies, mais je pense que pour beaucoup, c'est effectivement une crainte de surveillance. Voilà, c'est Michel Foucault, c'est l'État vous contrôle. Surveiller et punir. Surveiller et punir. Ce qui ne nous rajeunit pas. Mais je pense que là où la question est quand même très différente cette fois-ci, c'est qu'il y va d'enjeux de santé publique, il y va aussi de la protection des plus vulnérables, et la question qui est posée, c'est est-ce que dans ce type de circonstances, un certain nombre de concessions doivent être faites ou pas autour de la liberté individuelle pour pouvoir mieux protéger. Et somme toute, il faut évidemment les encadrer, les faire en sorte que tout cela soit très temporaire, qu'on puisse rapidement effacer les données personnelles qui sont collectées, mais somme toute un pas vers une certaine forme de mutualisation de la donnée pour le bien public, pour le bien commun. C'est un des enjeux qu'on a peut-être manqué en Europe, en France en particulier, et qui était somme toute malgré tout nécessaire pour... on voit bien aujourd'hui qu'avec cette deuxième vague, si on avait été plus efficace dans le traçage juste à la sortie du confinement, peut-être que nous n'en serions pas. On aurait pu limiter les dégâts. Je ne sais pas. Mais on peut le penser, on peut l'escompter. Ce fameux concept économique complexe d'incertitude qui est différent du risque. C'est-à-dire qu'on est quand même sur un grand point d'interrogation, et c'est sans doute pour ça qu'on a tous eu des comportements qui sont apparus parfois irresponsables. C'est le sujet. Mais... juste parce qu'on vient de discuter avec Erwan Le Nohan, là, qui a, lui, une réflexion quand même un tout petit peu inquiétante sur le désir d'autoritarisme, finalement, de la population à la sortie de tout ça. Une envie très planificatrice et une volonté de réduire le risque au maximum. Ça donne quand même quelque chose d'un peu autoritaire. Et moi, je constate, c'était pendant le confinement, je disais, on est quand même tous en train d'accepter quelque chose d'ahurissant, et ça prouve quand même, à la fin des fins, que notre République, que notre système politique est légitimiste, qu'on accepte cet État au fond de nous-mêmes, qu'on accepte ce fonctionnement démocratique. Enfin, j'ai pensé qu'il y avait là quelque chose de rassurant. Je ne sais pas si vous me suivez là-dessus, mais visiblement non. Si, en partie. C'est clair que, je pense qu'on a quand même eu effectivement un grand moment de réunion, de solidarité, de mobilisation. Y compris politique. Y compris politique, mais pas sans débat.
pas sans question, Oui. pas sans d'ailleurs suite judiciaire à ces questions. On a tout de même voilà, 70 plaintes, je crois, qui ont été déposées contre les autorités publiques voilà, sur le devoir de prévention et le devoir de précaution. Et puis tout le débat, toute la polémique autour des masques aujourd'hui, la polémique autour de la politique de testing. Donc on voit bien que le consensualisme et la solidarité et la mobilisation collective autour des enjeux Covid, dans une démocratie comme la nôtre, eh bien, elle passe aussi par un certain nombre de débats. Et elle passe aussi par un certain nombre de réactions libertaires, un certain nombre de réactions de questionnement autour du pourquoi, du comment et du où on va. Voilà, je pense qu'on a un peu assisté à une remise en cause de certains modèles un peu de docilité. Voilà, demain, on le dit tous, c'est enfoncer des portes ouvertes, mais l'organisation du travail, par exemple, ne sera plus la même. Les collaborateurs, aujourd'hui, voilà, ils ne sont pas dans un mouvement aussi militarisé ou aussi enclin et c'est là, d'ailleurs, où ce que vous dites sur la liberté individuelle est très important, parce qu'on peut avoir le développement, personne ne l'anticipe, hein, mais d'une sorte d'hyper-management. Le digital à distance vous permet finalement peut-être de beaucoup plus fliquer l'ensemble de ceux dont vous avez la responsabilité que ne pouvait faire même l'open space, finalement. Tout à fait. On voit avec tous ces produits qui émergent sur le marché, de logiciels espions. Exactement. Qui prennent des photos des écrans, qui peuvent... Éric. Mais pas seulement aussi. En ce moment, je trouve que le débat qui rebondit autour de la 5G, il porte ces mêmes questions. Ah oui. La 5G, c'est l'intelligence artificielle. La 5G, c'est la capacité de passer sur des modèles d'intelligence artificielle qui permettront de décrypter les émotions, qui permettront d'aller bien au-delà de l'intelligence faciale, du bon ou du mauvais usage. Donc non, il ne peut pas y avoir de réaction voilà, de docilité par rapport à ces évolutions. Ça passe forcément par un débat démocratique et une question autour de quels sont les bons usages, quels sont les bons usages, quels sont les mauvais usages, et comment est-ce que notre société s'organise pour trier le bon grain de livret. Les États en quête de relégitimation redoubleront d'imagination pour trouver des boucs émissaires et mettre en place des solutions court-termistes. Voilà ce que vous écrivez. Je trouve que cette phrase... Je crois que vous m'avez bien lu. Non, mais ça m'intéresse. Très flatté. Mais cette phrase est intéressante, très intéressante. Alors, mais le temps tourne très vite. Mondialisation, régionalisation, vous dites nouvel espace géopolitique, balkanisation. Comment est-ce que vous voyez les choses ? Alors, ça, c'est pas nouveau. Au fond, Covid, je dirais, n'a rien inventé. Hein. Covid, c'est un point de cristallisation et ça permet de mettre en évidence de ce qu'on appelle chez EY, nous, des méga-trends, donc des évolutions de fond qui avaient déjà leur genèse antérieurement à Covid. Et sur la mondialisation, clairement, voilà, la mondialisation, elle arrivait finalement un peu dans son étape de déclin. On le voyait déjà surgir à travers tout ce débat sur la responsabilité sociétale, sur le Financial Times qui titrait « Sauver le capitalisme de ses démons ». Donc c'était déjà avant Covid, il se passait déjà quelque chose. Covid accélère la question. Et sur le terrain de la mondialisation, voilà, on avait les États-Unis qui, depuis déjà un certain nombre d'années, même avant Trump, évidemment renforcés sous Trump, se sont orientés vers un néo-isolationnisme très fort. Voilà, les États-Unis, la grande île, à l'abri de tout ce qui se passe dans le monde, et tant pis pour les autres. De l'autre côté, le One Road, One Belt, qui est juste la marque de cette expansion, de cette résurgence, de cette Chine. Les nouvelles routes de la soie des Chinois. Voilà, les nouvelles routes de la soie, qui clairement visent à donner à la Chine une résonance planétaire beaucoup plus forte que celle qu'elle pouvait avoir. Et l'Europe, dans tout ça, qui semblait un peu, justement, confinée. Qui semblait quelque part un peu l'ombre de ce qu'elle avait été. Et moi, je trouve très intéressant d'entendre Thierry Breton aujourd'hui qui dit nous allons arrêter d'être naïfs. Nous sommes, et finalement, on a envie de se poser la question quand est-ce que l'Europe s'éveillera ? On avait perfide, la Chine s'éveillera. Aujourd'hui, on a envie de dire l'Europe s'éveillera. Et elle s'éveillera à travers, justement, la régionalisation. Et c'est là où je pense que les sujets se réunissent. C'est que la régionalisation, elle va
s'appuyer et elle va venir renforcer la transition climatique. Ce qui est la chance de l'Europe aujourd'hui, c'est de pouvoir, au fond, jouer la carte de la transition climatique comme étant un mouvement d'accélération et de régénérescence de son économie, pouvoir instaurer une forme de, le mot est tabou, mais en fait une forme de néoprotectionnisme, mais pas le protectionnisme pour protéger sa rente ou protéger son précaré, un néoprotectionnisme pour protéger au fond l'environnement, protéger la planète, faire en sorte qu'il n'y ait pas de dumping environnemental à nos frontières, et à travers la taxe carbone qu'on annonce, alors j'espère qu'elle va finir par émerger, parce que notre difficulté en Europe, c'est évidemment l'unanimité pour pouvoir prendre des décisions, mais pour peu qu'on y arrive à travers ce plan de relance européen, on pourrait assister quand même à une Europe justement qui s'éveille, qui soit le modèle de la transition climatique, qui apporte cette révolution autour de la prise de conscience environnementale et qui pour le coup retrouve aussi ses chances dans la bataille économique mondiale. Donc c'est une mondialisation qui est en train d'éclater, qui va faire place à une régionalisation qui progressivement, évidemment, toute la mondialisation ne va pas éclater du jour au lendemain, mais on peut espérer que cette régionalisation sera salvatrice, en fait, pour le destin de l'Europe. Alors c'est parfait, Éric, parce que derrière, si vous êtes là, c'est parce que Bismart est très fier de s'associer au prix de l'entrepreneur de l'année que EY décerne tous les ans. Et je disais, pour commencer cette émission, on va d'abord avoir des réflexions, et puis ensuite, il y aura deux entrepreneurs qui apportent des petites solutions. L'un pour les seniors, l'autre pour le retail. Mais contrairement à ce qu'on entend beaucoup, je pense que non, l'entreprise et l'entrepreneur n'est pas la solution. Enfin, il est la solution, du quotidien. Mais ce n'est pas lui qui va apporter les grandes solutions aux problèmes que vous venez de poser. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis pas d'accord. Ah ben alors, je vous en prie, formidable. Évidemment, on a parlé d'éléments macro à l'instant, mais c'est la somme des petits quotidiens qui fait la différence. On l'a vu aussi à travers cette crise. Si les entrepreneurs n'avaient pas pris en charge leurs collaborateurs, organisé le temps partiel, fait en sorte, le chômage partiel ou l'activité partielle, fait en sorte de pouvoir organiser les conditions de survie de leurs entreprises, on serait dans un état de cataclysme encore beaucoup plus grand que celui qu'on vit aujourd'hui. Donc c'est ces actions au quotidien, chacun dans son microcosme, dans son écosystème, sur son territoire, à travers sa communauté humaine, qui permettent de faire la différence. Et en soi, c'est pas l'action de l'un ou de l'une qui va absolument créer les conditions de la survie du collectif, mais malgré tout, les unes mises au bout des autres permettent de faire émerger la solution. Et ce qu'on essaye de faire chez EY, justement, alors d'habitude, on fait le prix de l'entrepreneur, la récompense de la croissance, la récompense de la performance. Évidemment que la performance, elle est nécessaire, elle est indispensable si on veut pouvoir construire des choses, y compris pour le bien commun. Il faut, pour pouvoir investir, il faut d'abord avoir été rentable. Mais au fond, ce qu'on essaye de faire, et ce qu'on va faire en particulier cette année, c'est de saluer justement les actions qui sont responsables, qui s'inscrivent dans cette construction du long terme, autour du sociétal, autour de l'environnemental, parce qu'au fond, l'action aujourd'hui, moi, ce que je trouve absolument surprenant quand même dans notre société, dans notre civilisation actuelle, c'est qu'on demande énormément de choses aux entreprises. Elles sont là pour apporter le facteur croissance. Elles sont là aussi pour apporter le facteur solidarité. Elles sont là pour apporter le facteur de la transition écologique. Et donc, dans l'entreprise omniscience ou omnipotente, compétence. Omnicompétente, vous avez raison. Voilà, c'est tout l'enjeu. Et du coup, il faut savoir aussi les saluer. Je pense que les Français aujourd'hui ont tourné cette page de l'anti-entreprise de manière définitive. Ils sont en défiance vis-à-vis du politique, mais ils ne sont pas en défiance vis-à-vis de l'économique et de l'entreprise. Ils ont envie de se réconcilier, ils se sont réconciliés avec elle, ils la portent, et l'entreprise porte aussi le devenir de ses collaborateurs, le devenir de la société dans beaucoup de ses parties. J'ai envie aussi évidemment de signaler le monde associatif, parce que le monde associatif
associatif, la société civile dans son ensemble participe beaucoup de cet effort de reconstruction qui va être encore plus nécessaire dans les mois. On a 10-12% de notre population active dans ce qu'on appelle effectivement ce secteur de l'économie solidaire. De l'économie associative et solidaire, absolument, tout à fait, qui construit. Mais alors, bon, mais on est au bout parce que ça résonne parfaitement avec la discussion. Oh, c'était passionnant, Eric, avec la discussion qu'on avait avant. Donc on est 50 ans après le fameux article de Milton Friedman qui disait le profit doit être le seul but de l'entreprise. Vous pensez, vous, Eric, que 50 ans après, c'est révolu? Je pense que... et EY va finalement le célébrer d'une certaine manière avec ses critères entrepreneuriaux. Tout à fait, tout à fait. 50 ans après, c'est révolu, mais j'ai même envie de dire, c'était déjà révolu. Milton Friedman avait tout simplement tort. Voilà, l'entreprise n'est pas faite que pour ses actionnaires. Évidemment qu'elle doit servir ses actionnaires, parce que c'est eux qui sont à l'origine de la prise de risque et que c'est eux qui sont derrière le projet d'entreprise. Mais l'entreprise, c'est l'ensemble des parties prenantes, et aujourd'hui, encore plus qu'hier, mais déjà hier, c'était le cas. Magnifique débat, hein. Magnifique débat. Les amis, alors justement, les entrepreneurs, c'est maintenant.